Plan de Donald Trump pour régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Lui qui multiplie les gages de non-agression envers Vladimir Poutine et la Russie. Eh bien hier, il y est allé de quelques indiscrétions. Nos confrères du Financial Times ont révélé les principaux axes de ce plan, mis à mal quand même sur ce plateau. Alors on va continuer le tour de table. On écoutera dans un instant Volodymyr Zelensky qui se méfie de Trump. Il a peut-être ou certainement raison. D'abord ce plan. Et la seule chose qui nous paraissait au début crédible, c'était la mainmise sur le pétrole, l'embargo américain, et même ça, non, ça a peu de chance. Alors déjà, ça n'arrivera pas en 24 heures, donc les fameuses « j'arrête la guerre en 24 heures », ça ne sera pas avec l'arme du pétrole. Ensuite, les Américains, l'essentiel des capacités de production supplémentaires américaines nécessite un prix du baril élevé pour être rentable. Donc je vois assez mal les pétroliers américains, sauf à subventionner massivement l'opération, accepter de vendre du pétrole à perte pour faire perdre la guerre en Ukraine à Vladimir Poutine. Et puis, par ailleurs, la Russie exporte déjà, notamment en Europe, son pétrole et son gaz en dessous du cours du marché par des intermédiaires. Donc à la rigueur, ça sera mauvais pour la marge que se fait l'Inde, par exemple, au passage, en nous revendant le pétrole et le gaz russe, mais ça n'aura pas d'impact immédiat sur la guerre en Ukraine, sachant que la Russie, aujourd'hui, a refait une bonne partie de ses réserves financières grâce, pour l'instant, à la manne pétrolière. Donc elle a le temps de tenir, et Vladimir Poutine, dont l'armée aujourd'hui est à l'offensive, qui a l'initiative sur le terrain et qui prend du terrain de plus en plus, d'ailleurs, n'acceptera pas un conflit gelé alors qu'il considère qu'il peut obtenir par les armes une solution, sa solution au conflit ukrainien. Je ne parle même pas de la capacité de l'Union européenne à faire respecter l'accord. Les capacités militaires posent question et surtout les capacités financières ensuite d'avoir la tutelle de l'Ukraine posent énormément de questions pour l'Union européenne. D'autant que Trump laisse entendre que ce sera sans l'OTAN, bien évidemment. Juste Benoît, vous nous disiez ça pendant la pub, c'est toujours bon de l'entendre et de le savoir, notamment pour nos téléspectateurs. On parlait de la Russie, de l'économie. Juste votre aparté sur le gaz. Ah oui, le fait qu'on est plus dépendant aujourd'hui au gaz russe qu'avant la guerre en Ukraine. Alors on l'achète plus, il passe pas par Nord Stream, bien évidemment. On l'achète plus directement, mais par le jeu des intermédiaires. En réalité, l'Union européenne, je crois que c'était une information de Bloomberg, consomme plus de gaz russe aujourd'hui qu'en février 2022. Et on l'achète plus cher. Voilà. Allons comprendre, on continue de favoriser l'économie de guerre de M. Vladimir Poutine. Donc ce plan, on va écouter la réaction de Volodymyr Zelensky, mais ce plan, c'est quoi? C'est à destination des Américains, c'est pour dire, écoutez, voilà, l'Ukraine, on abandonne, l'Europe, on abandonne, l'OTAN, on verra. C'est pas notre business. On a d'autres guerres à jouer, mais en tout cas pas celle-là. C'est à l'image de toutes les propositions de Donald Trump depuis le début de la campagne. C'est simple. Ça paraît facile à exécuter sur le papier et puis on passe à autre chose. Ce plan, il est absolument pas réaliste pour toutes les raisons qui ont déjà été mises en avant. L'augmentation ou la stagnation des prix du pétrole, ça a été proposé dès 2022. Les pays de l'OPEP nous ont dit allez vous faire voir, il n'en est pas question. Donc pourquoi changerait-il d'avis aujourd'hui ? Aucune raison. Le conflit gelé, donc revenir aux accords de Minsk finalement qui ont échoué, s'ils ont échoué en 2014, pourquoi est-ce qu'ils fonctionneraient aujourd'hui ? Donc on voit bien que c'est déjà du court-termisme, absolument pas réaliste, et donc avant tout à destination des Américains, à quelques jours d'un vote, où il leur promet une solution facile. Et comme ça a été dit, le but, c'est de gagner de l'argent. Le but, c'est du business, c'est-à-dire d'arrêter de payer pour une guerre qui n'est pas la leur pour un certain nombre d'Américains, qui leur coûte cher, trop cher, et qu'ils ne voient pas comme un investissement dans l'avenir. Donc, c'est finalement très pragmatique, très cynique et peu réaliste. En revanche, on pourra compter sur les entreprises américaines pour la reconstruction de l'Ukraine ou de ce qu'il restera de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a réagi. Hier, il s'était vu en septembre à la Trump Tower. Je ne sais pas si on va revoir l'image entre les deux hommes, mais le regard du président ukrainien en disait long sur ce qu'il pense de Donald Trump. Écoutons-le d'ailleurs. Tout d'abord, je pense que nous devons compter sur le soutien bipartisan du Congrès. Et c'est pourquoi je pense que si nous ne soutenons pas l'Ukraine, ce sera une grande victoire pour Poutine et une grande perte pour l'Occident, pour l'unité, pour la démocratie et la liberté.
C'est pourquoi je ne suis pas sûr que le président Trump, s'il devient président, veuille vraiment perdre. Et je pense que cela signifie ne pas aider l'Ukraine. Une forme de réalisme et de fatalisme chez le président ukrainien. Oui, mais là où il a raison, c'est que dans l'histoire, que ce soit des présidents démocrates ou républicains, la politique étrangère américaine est relativement stable, souvent la même s'il y a un changement de présidence. Donc, bien évidemment, là, les propos de Donald Trump se veulent radicaux et radicalement différents de la position de Joe Biden et Kamala Harris, mais dans les faits, est-ce qu'il va vraiment trancher avec cette politique étrangère et est-ce qu'il va le faire immédiatement? Est-ce qu'il va le faire radicalement? On peut se poser la question, c'est pas la tradition américaine. Et ce que dit Volodymyr Zelensky aussi, c'est le Congrès. Il y a votre voisin qui dodeline de la tête. Je peux avoir un petit espoir, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas... Il y a beaucoup d'espoir de temps en temps sur ce plateau. Quand même, mais bon, je pense après, il y a une triste réalité. Vous lui succédez. Je la remplace. Non, je suis beaucoup plus circonspect. À mon avis, l'objectif de Trump, il est assez simple. C'est solder la question ukrainienne pour passer à autre chose, parce que selon lui, cette guerre a assez duré. Avec les priorités américaines, elles sont plutôt... Alors, au Proche-Orient. C'est quoi, Taïwan, le Proche-Orient? C'était surtout la Chine. C'est la guerre contre la Chine, c'est ça? C'est surtout la Chine. Et là, il a besoin par contre, d'argent. Ce qu'il veut absolument, c'est éviter un effondrement de l'Ukraine, je dirais, dans les premiers jours de sa présidence, qui serait un réel camouflet au-delà de sa propre personne pour les États-Unis. Donc, la tentative de dire on va geler le conflit, qui à mon sens n'est pas réaliste parce qu'il n'y a à peu près aucune chance que les Russes en veulent. Oui, parce que voilà, on n'a pas la vie de Donald. Il faudrait rétablir un rapport de force militaire pour avoir une chance de geler le conflit. Donc il faudrait augmenter massivement en réalité l'aide à l'Ukraine, lui donner des hommes qu'elle n'a pas, pour geler la situation sur le terrain. Et des armes qu'elle n'a plus non plus. Et des armes qu'elle n'a plus non plus. Et Donald Trump ne parle pas de ses relations avec Poutine non plus. Et que les rapports parlementaires américains du Pentagone disent bien qu'en fait, nous n'avons pas les capacités de production pour fournir ces armes. Donc en fait, la réalité... Et ça se voit en ce moment sur le terrain. Et ça se voit sur le terrain. Donc en fait, ce que veut faire Donald Trump, c'est geler le conflit pour ensuite l'oublier, s'en débarrasser et puis faire porter le chapeau aux Européens quand les Russes finiront par faire mainmise sur l'Ukraine. Parce que c'est à peu près ça, à mon avis, la perception, pour pouvoir se dégager de ce qu'il considère être un piège de politique étrangère aujourd'hui. Si vous tentez de décrypter les analyses de l'entourage de Donald Trump sur les enjeux internationaux, vous apercevez qu'au fond, dans leur esprit, la Russie est un adversaire mineur, alors que la Chine est un ennemi majeur. Et donc leurs priorités, elles sont parfaitement claires, d'autant plus qu'elles vont en cohérence avec les attentes d'une grande partie de l'électorat américain. Qu'est-ce que c'est que cette guerre qui n'est pas la nôtre et qui nous coûte si cher? Je remarque que chez Zelensky, qui à mon avis n'est pas dupe, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pensée magique, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la double négation. Sa phrase exacte, c'est, à ce sommet islandais dont on voyait quelques images à l'instant, « Je n'ai pas entendu le candidat républicain dire qu'il ne soutiendrait pas mon pays ». Bon, c'est pas très emballant ni enthousiasmant. C'est plein d'espoir, lui aussi. Et je crois surtout que mais il a pas le choix, se fait l'écho d'une crainte qui est en fait latente depuis des mois maintenant. C'est cette petite musique aigrelette et au fond assez détestable d'un défaitisme. Pas seulement du côté d'ailleurs américain, mais aussi du côté des partenaires européens. D'une autre. Le Zelensky qu'on entend depuis quelques semaines, pour moi, est un personnage qui se dit qu'il y a un rendez-vous avec l'histoire qui a été manqué et qu'il risque d'être lâché d'une manière, alors peut-être perlée, graduelle, par certains de ceux sur lesquels il comptait pour l'emporter.